Je ne peux m'empêcher, avant de commencer, avant d'introduire mon exposé, qui, je vous préviens, sera long et lacunaire, de faire quelques remerciements. Il s'agit en premier lieu de remercier la Libre Pensée d'avoir bien voulu me laisser déblatérer dans cet édifice. Je remercie par ailleurs l'Institut de recherche de la Libre Pensée, qui, pour son accueil durant mes études, dans un passé pas si lointain, quand j'étais encore un étudiant en quête d'archives. Et même si il n'aime pas ça, je voudrais remercier aussi Jean-Marc Chapa de m'avoir poussé à donner cette conférence et de m'avoir offert sa confiance par le passé en me laissant participer à l'ouvrage collectif de l'IRELP relatif aux 150 ans de la commune et qui est juste derrière vous, donc n'hésitez pas à l'acheter évidemment à la fin. L'intérêt n'est pas tant d'y retrouver ce que j'ai écrit, puisque en somme, je vais vous restituer de façon orale quasiment l'entièreté de ce qui est écrit à l'intérieur, mais plutôt pour les différentes contributrices et contributeurs qui ont aussi participé. Et j'ai eu beaucoup d'honneur de pouvoir poser mon nom à côté des leurs, au vu de la qualité de leurs plumes et de leurs recherches. Je me permets juste une incursion dans le domaine de l'émotion pour adresser une pensée à mon grand-père, qui, avec un certain talent de conteur, me racontait dans son histoire personnelle que celle qu'il racontait dans les livres et qui, par cet acte, contribua grandement à mettre sur les voies de l'étude historique. Et je ne vais pas vous embêter plus longtemps à propos de flatteries à la fois personnelles ou professionnelles. Et je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, au-delà d'un sentiment d'amitié personnelle ou d'une curiosité quant à l'intitulé de cette journée, il faut que je vous dévoile la raison pour laquelle vous êtes ici. Il s'agit avant tout d'une interrogation personnelle où j'ai laissé du que faire léniniste, je suis allé vers le que dire. Et je dois avouer que c'est la première fois que j'ai l'occasion de parler de mon sujet de recherche devant autant de personnes, et avec une certaine émotion. Avant toute chose, je poserai la question en reprenant les mots du poète et écrivain Gibran Khalil. Je suis chercheur de silence et dans ces silences, ai-je trouvé un trésor que je puisse offrir avec assurance. Donc, la réflexion, elle se pose en deux étapes. Tout d'abord, c'est comprendre à qui on s'adresse. Et je n'ai pas tenu compte de la composition de l'Assemblée, mais j'avais dans l'idée, et je ne crois pas m'être trompé, qu'il y aura à la fois des néophytes, des passionnés, mais aussi des gens qui composent le milieu de la recherche historique française. Et j'espère que mon propos sera à la fois compréhensible et intéressant pour l'ensemble d'entre vous. C'est le seul but que je me suis fixé pour aujourd'hui. Dans un second temps, l'obligation qui était la mienne était de répondre à la question de d'où parles-tu, camarade? Et sans tomber dans une forme d'égo-histoire, je suis assez d'accord avec Arlette Farge lorsqu'elle parle d'une histoire inquiète pour définir ce mouvement. Je peux vous dire que j'ai été étudiant-chercheur en histoire. J'ai passé 2 années de ma vie en recherche à l'école des hautes études en sciences sociales. Et Jean Alman, vous vous en doutez, a été, ou du moins il est devenu mon sujet de recherche. J'étais plein d'ambition et légèrement candide quand j'ai commencé, puisque j'avais en tête d'effectuer un mémoire de recherche sur la question de le coup d'État, la théorisation du coup d'État en France sous la Troisième République. Donc sujet qui est intéressant, enfin du moins il me le paraissait, et il s'est rapidement avéré beaucoup trop imposant pour être le seul objet d'une étude de 2 ans dans le cadre d'un mémoire. Et il y a eu un facteur qui est souvent oublié, parfois méprisé, puisqu'il retire en fait la gloire de l'intuition, qui est venue entrer en collision avec mon travail. Pascal disait que le hasard donne les pensées et le hasard les hôte. Et j'avais déterminé mon premier sujet de recherche au cours d'une insomnie. Et en fait, mon deuxième sujet de recherche, donc celui sur Alman, je l'ai fait au travers de sa rencontre par le biais d'un ouvrage d'un historien qui s'appelle Michel Vinocq. Je croyais être devenu avec l'univers révolutionnaire français de l'époque, parce que comme je vous l'ai dit, je suis légèrement candide. Et en fait, je suis tombé sur ce nom. Et après 2-3 recherches, j'ai compris que le personnage a vraisemblablement été important dans son temps, mais qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucune trace de ce qu'il a pu faire dans la mémoire collective. Et donc, sans rentrer dans une forme de mystique, puisque le lieu en plus serait très mal choisi pour le faire, j'ai ressenti l'envie d'en savoir plus et avec le temps de diriger l'entièreté de mes recherches et de mes efforts sur sa personne. Donc on va revenir à nos moutons, et en l'occurrence, c'est une brebis galeuse. Que dire sur Alman? Oui, j'ai mis 2-3 blagues pour ponctuer un peu et me permettre de me détendre au fur et à mesure. Fais gaffe, c'est filmé. Ouais, je sais. Comme ça, j'évite d'exploser, donc c'est pas mal. Donc je vais vous en faire une esquisse pour commencer. Donc il faut que je sois honnête avec vous, je ne sais pas tout de lui, d'autant moins que entre-temps, j'ai mis en pause ma recherche. Mais je suis retourné vers l'ensemble des archives que j'avais ouvertes de mon travail, un peu avec, comment dire,
la même passion et la même joie que lorsqu'on rouvre un vieil album de famille, où je suis retourné vers mes recherches finalement. Et l'ensemble de ce travail-là sert aujourd'hui pour vous restituer la présente conférence. Donc c'est 2 ans d'efforts et de tâtonnement finalement. Il faut que je passe par là, donc je vais vous dire quelles archives j'ai pu employer. Je me suis en grande partie basé sur les mémoires d'Alman qu'il a écrits par lui-même au cours de sa vie, et aussi les documents qui relatent son activité militante, que ce soit les comptes rendus de la police ou alors pour les quelques qui sont arrivés jusqu'à nous, les comptes rendus de réunions et de conférences auxquelles il a pu assister dans le cadre des partis dans lesquels il a été, mais aussi et surtout l'importance de son activité journalistique qui m'a grandement aidé. Et par ailleurs, j'ai usé du travaux de plusieurs historiens et historiennes, et en particulier de celui de la dernière personne qui a fait un mémoire sur Jean Allman, Sion Reynolds, qui est une historienne écossaise, qui a fait ce travail-là durant les années Giscard, donc il y avait un besoin de renouveler un petit peu la recherche. Et je voudrais la saluer au passage pour sa gentillesse, puisqu'elle m'a envoyé l'entièreté de ses recherches durant la premier confinement, ce qui était un bel effort de sa part et une grande gentillesse. Enfin bon, s'il y a bien une chose à retenir, et après ça vous pourrez honnêtement partir, puisque vous aurez l'essentiel du sujet en tête, c'est qu'Allman est un homme d'engagement. Depuis son enfance où il tenait tête aux idées bonapartistes de son père, jusqu'à son âge adulte, l'homme prône l'engagement comme contre l'injustice, l'autoritarisme sous toutes ses formes. Le combat entier de son existence, il le fonde sur ce qu'on appelle la Sainte Alliance réactionnaire, une trinité composée de la bourgeoisie, du clergé et de l'armée, qu'il nomme parfois réaction multicolore. Et à ce propos, il dit « Partout dans cet univers, soi-disant civilisé, nous assistons aux mêmes tentatives de contre-révolution, de terrorisme, d'abêtissement. On craint le réveil des foules endolories, on tremble que la lumière se fasse et que les innombrables essaims qui peuplent et enrichissent la terre ne se lassent de dévorer leur miel par des frelons dont l'insolence et la férocité croissent à mesure que la lutte pour la vie devient plus terrible, aux déshérités, aux pauvres abeilles laborieuses. » J'utilise plusieurs extraits au cours de ma conférence, mais vous le verrez avec la légère formulation lyrique qui est employée. Ça se ressent assez. Pour comprendre les raisons d'une opposition si frontale de sa part, d'une réaction quasi épidermique aux 3 groupes sociaux dont je vous parlais auparavant, en fait, il faut reprendre pied dans l'époque dans laquelle cela se constitue. Seconde moitié du XIXe siècle, c'est un tournant dans la société française. C'est le moment où la Révolution bouscule l'équilibre entier qui existait jusqu'à présent, où les têtes couronnées sont évincées par le corps bourgeois. Le siècle est marqué par une large instabilité institutionnelle, les Césars bonapartistes se bousculent et pour prendre le pouvoir, et ils vont aller jusqu'à constituer un second empire autour de la figure de Napoléon III. C'est un événement qui mènera Marx à formuler l'aspect cyclique de l'histoire d'ailleurs, en disant « Tous les grands événements et personnages de l'histoire se produisent pour ainsi dire 2 fois. La première fois comme une grande tragédie, la seconde fois comme une farce sordide. » La réaction bourgeoise se fait omniprésente au cours du siècle. La noblesse, pour une grande partie inconsciente de l'impossibilité de revenir à la société qu'elle gouvernait par le passé, veut elle aussi reprendre le pouvoir. Puisqu'à l'arrivée de la Troisième République, l'instabilité est telle que pas un seul régime ne parviendra à atteindre la majorité en tenant 18 ans. Et à cette instabilité politique s'ajoute une révolution qui est à la fois économique et sociale. C'est un moment de mutation pour le monde ouvrier dans sa composition, mais aussi dans la place qu'il occupe dans la société, dans son mode de fonctionnement, ainsi que dans les relations hiérarchiques, notamment dans les luttes qu'il oppose au patronat. C'est un moment d'émergence, de manière beaucoup plus importante qu'au préalable, d'une masse ouvrière. L'historien Cyril Ferraton dit que la question sociale naît véritablement de cette période. C'est une contradiction entre les fondements politiques d'égalité et de liberté et la réalité économique du paupérisme et de la prolétarisation. La Révolution française, en fait, en instituant l'égalité entre les hommes, sans considérer la nécessité d'un fondement économique à une telle déclaration, entraîne nécessairement une instabilité sociale. En plus de séisme politique, la mutation du corps social, démultipliant la classe de ceux qu'on appellera bientôt les prolétaires, conduit les masses ouvrières, ainsi que tous ceux qui se placent de son côté, à croire en un futur qui est différent. C'est le siècle politique, le siècle utopique, le siècle parfois désigné comme celui de la paix en Europe, mais certainement pas celle entre les classes. Le XIXe siècle, c'est finalement le siècle du peuple, celui où il entre, il fait irruption dans l'histoire politique, il s'y confronte, il y meurt et en s'y opposant. À présent, il faut que je vous parle évidemment de la place d'Allman dans ce temps-là. Mais avant tout, un peu de contexte sur sa vie en tant que telle. Je vais faire une pause. Donc, Allman, il vient du sud-ouest. Il est né en Haute-Garonne en 1843 à Beaucou, dans la commune de Sauveterre.
Son père est cultivateur, il deviendra marchand de vin après une crise qui se place en 1848-1849 et qui pousse, comme beaucoup d'autres familles, les membres à partir pour aller vers Paris pour trouver un gagne-pain. Du village d'origine, Alman il conservera toute sa vie son parler gascon, comme le rappellent nombreux de ses contemporains. C'est un accent dont j'éviterai de vous faire toute imitation afin de froisser personne, mais vous supposez les tonalités chantantes. J'ai dit que j'allais faire quelques blagues. Rapidement, en fait, Alman va s'opposer à son père. Il le décrira plus tard comme étant un vieux bonapartiste. Il apprend par exemple par cœur la Pucelle de Voltaire, ce qui révèle d'un certain effort intellectuel au vu de la longueur du texte. Je ne vous ferai pas d'extrait à l'heure actuelle, surtout que c'est filmé. Et il s'évertue de la chanter comme signe de résistance à la figure paternelle. Ce sens de l'insubordination, il le pousse à suivre une trajectoire qui est véritablement originale. En fait, il va rentrer auprès des ouvriers typographes dans les années qui suivent, dans les ateliers. C'est un métier qui, à l'époque, est largement héréditaire. Et Alman va s'y faire une place remarquée, pas nécessairement pour les bonnes raisons, puisqu'il y est décrit comme étant adepte de l'école buissonnière et ayant des lectures très peu recommandables sur le plan moral. Donc, bien qu'on ne sache pas exactement où il a effectué sa formation, la particularité de cette profession se ressent tout le reste de sa vie. En fait, les ouvriers typographes au 19e, on peut estimer que c'est une forme d'aristocratie ouvrière. Leur formation, elle leur donne accès à une large maîtrise de la lecture, et mieux encore, ils lisent la plupart des choses qu'ils éditent. C'est un trait qu'on retrouvera dans la connaissance théorique de Jean Alman. C'est une large pluralité de sources, avec d'inspiration, sans qu'il y ait forcément de lien logique entre elles parfois. En 1862, il se tient la première grève de cette formation, à une époque où le Saint-Empire n'accepte pas encore la tenue de ce genre de contestation. On peut lire son entrée au registre d'écrou de Mazas, grosso modo c'est la prison de l'époque, le 25 août qui atteste de sa participation à l'événement. Les autorités, dans leur rapport, elles sont très étonnées à la fois par son jeune âge, mais aussi par la forte puissance de sa conviction. À la suite de la grève, il intègre directement la chambre syndicale dès sa fondation le 8 août 1867. Plus tard, il dira qu'à cette époque-là, il veut créer une corporation révolutionnaire du livre avec Eugène Varlin, un autre militant de l'époque. Et il voulait poser en fait au centre de cette organisation le système de la commandite. Commandite, pour vous expliquer ce que c'est un petit peu, c'est un système d'origine britannique qui prône une organisation dans laquelle les bénéfices ordinaires du marchandeur ne vont pas dans les poches d'un seul homme, mais dans celles de l'équipe tout entière. Donc on s'approche d'un type d'organisation à l'horizontale où on parle de collaborateurs, c'est très Startup Nation en tant que tel, ce qui est assez étonnant. Et donc il se dessine à cette époque les cornes bicéphales de la pensée d'Alman, c'est-à-dire d'un côté l'anticléricalisme et de l'autre le mutualisme. C'est un jeune homme qui a déjà connu un engagement syndical et qui semble faire preuve de grande conviction, qui va pleinement participer à la vie politique et révolutionnaire de Paris. Puisque à ce moment-là vient s'abattre la guerre et il s'impose la défense de la ville. Ce qui devait pour Marx n'être qu'un épisode comique va se transformer en véritable révolution à ce moment-là. Et comme le dit Marx dans la guerre civile en France, grâce à la lutte des Parisiens, la bataille de la classe ouvrière contre la classe et l'État capitaliste est entrée dans une nouvelle phase. Quelle qu'en soit l'issue, c'est la conquête d'un nouveau point de départ, d'une importance historique universelle. Donc là, je vais vous demander d'être attentif, parce que je vais dire à la fois Allemagne et Allemagne, donc ça peut être un peu compliqué. Je vais essayer de ne pas me tromper, surtout. Donc ainsi, en 1870, lorsque la guerre déverse en France la grande coalition allemande formée autour de la Prusse, Allemagne s'enrôle dans la garde nationale à la suite de la défaite d'Alsace. On voit rapidement lui un exalté. Son renom d'ancien gréviste le fait élire comme délégué du bataillon et aux réunions de la Fédération de la Garde nationale. Et l'instauration d'une commune à Paris, en fait, c'est l'occasion pour lui de pleinement s'investir dans un événement révolutionnaire, parfois peut-être un peu trop même. On notifie souvent son zèle, la plupart des officiers de l'époque passeront dans le camp réactionnaire, plutôt que de le suivre après son discours du 18 mars. Il prend quelques responsabilités, il participe au combat. Et ce qui est intéressant, c'est de noter la façon dont Alman, dans ses mémoires, explique sa participation à la mise en place d'une école nouvelle, gratuite, laïque et obligatoire. Il le fait sans cacher son plaisir, parce qu'il va voir les religieuses qui étaient à Paris à cette époque-là en leur disant que leur rôle dans ce domaine est terminé et que maintenant c'est la commune qui prend les choses en main. Rapidement, il est envoyé en catimini à Versailles. Il est censé faire du repérage pour une attaque contre le gouvernement. Et qui finalement n'arrivera jamais. Il va revenir en toute hâte, il rentre à Paris et en fait, il suit quasiment à l'instant T la contre-attaque qui met fin dans le sang à l'insurrection parisienne. C'est une violence de plein fouet qui s'abat sur lui et ses camarades. Une très grande violence, pour faire une redite. Mais comme le dit Christine Rose dans son ouvrage, en fait, aux yeux de l'état-major versaillais, ils ne sont plus que des ennemis, ce ne sont plus des Français, ce qui rend légitime le fait de les tuer.
Sur le drame qu'il dresse dans son écrit, au-delà de la souffrance et la peur, Alman il n'hésite pas à exprimer la colère qu'il ressent en repensant à l'impréparation de la commune. C'est le manque de discipline pour lui qui met fin à cette expérience. S'il manque de périr à plusieurs reprises, c'est finalement la prison qui devient son habitation avant qu'il ne soit jugé. Dès lors, s'engage pour lui un long voyage qui le conduira vers ce qui s'apparente vraisemblablement le plus à ce moment-là à ce qu'est l'enfer. Il conservera des souvenirs toute sa vie tant physique que psychique. Alman décrit la puissance d'une justice qui est expéditive et qui vient décider de son exil à l'autre bout de la terre. Il emploiera à son retour la formule suivante. Les jurés ont la main lourde pour tous ceux qui, à leurs yeux, ont cherché à disqualifier les assises de la société fondées sur l'appropriation individuelle, la religion, la famille et la propriété. C'est ce qui se produit durant ce moment de répression qui met fin à la toute première utopie contemporaine réalisée en fait. Ça aura cependant une incidence pour les décennies à venir. Ça marquera les générations révolutionnaires jusqu'à nos jours. Il faut se souvenir quand même que Lénine, au moment où était tellement marqué par l'histoire de la commune qu'au moment où la révolution bolchevique dépasse en termes de longévité la commune de Paris, on est en plein hiver et en fait il se précipite dehors pour aller danser dans la neige. Je vous laisse juste imaginer Lénine en train de faire un pas de danse dans la neige, pensant au fait d'avoir dépassé la commune. Et Marx il décrit cet événement comme la rencontre entre deux mondes. C'est une opposition entre la modernité révolutionnaire d'un côté et la réaction d'un autre temps. Il dit, quoi qu'il en soit, même si elle est en train de succomber devant les loups, les porcs, les chiens de la vieille société, l'actuelle insurrection de Paris est le plus glorieux exploit de notre parti depuis l'insurrection parisienne de juin 1848. Que l'on compare ceux qui à Paris sont montés à l'assaut du ciel et ceux qui sont les esclaves du céleste Saint-Empire romain de la Germanie prussienne, avec la mascarade posthume et ses relents de casernes et d'églises, de féodalité et surtout de philistinisme. Le philistinisme, pour faire simple, c'est un rejet de toute forme de modernité. Donc l'idée d'une opposition, d'un massacre entre deux camps, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les écrits d'Alman qui, lui, prendra l'image de la Saint-Barthélemy, où en fait il dit que la Saint-Barthélemy bourgeoise, pour parler de la répression de la commune, elle laissa loin derrière elle la Saint-Barthélemy catholique, qui était aussi un massacre, et donc pour montrer la violence et la force de cet événement. Donc plus qu'une confrontation entre deux blocs, c'est l'entrée dans une nouvelle époque qui vient avec la commune. Et comme l'annonce Marx, c'est quand la commune de Paris prit les rênes de la Révolution, quand de simples ouvriers osèrent pour la première fois empiéter sur le privilège de leur supérieur naturel, et dans des circonstances d'une difficulté sans pareille, accomplir leur œuvre modestement et consciencieusement, efficacement, le vieux monde se tordit de rage à la vue d'un drapeau rouge, symbole de la révolution de la République du travail, flottant sur l'hôtel de ville. Donc, à la fin de cet événement, comme je vous le disais, Alman part au bagne, et pour travailler à ce sujet-là, donc pour parler de ce sujet-là, j'ai travaillé en particulier sur à la fois ses mémoires et aussi les nombreux articles qu'il a écrits au cours de sa carrière par la suite à ce sujet. Même s'il est capturé le 28 mai 1871, il est enfermé jusqu'à son jugement. Il est condamné aux travaux à perpétuité le 3 avril 1872. Et il arrive par le Rhin, et on parle d'un bateau et non pas du fleuve, en Nouvelle-Calédonie, le 23 avril 1873, sous le nom de matricule 4486. Donc pour ceux qui n'auraient aucune idée de ce qu'est le bagne, grosso modo, c'est Koh Lanta sans les caméras, avec des chaînes et toute l'année. Le bagne, c'est la chaleur, c'est la souffrance, c'est les fers. Le bagne, c'est l'enfer. C'est là où les hommes sont pareils à des animaux, où l'humanité n'est plus, où ce ne sont que des maîtres et des servants, les chaînes différenciant les uns des autres. Lorsqu'il parle du bagne, Alman il parle de son quotidien, il parle de la violence qu'il subit, celle par laquelle on le traite tous les jours, comme un animal. Il se doit d'expliciter quels sévices il subit, puisque c'est contre eux qu'il se bat et qu'il souhaite les faire interdire. À plusieurs reprises, il exprime le manque qu'il ressent. Il sait que sa mère est en train de mourir et il ne pourra jamais la revoir avant qu'elle meure. Il sait que son fils grandit, on ne sait pas sous quelles conditions. Son écrit transmet en fait la force de ce que l'institution policière fait sur les corps et l'esprit de celles et ceux qui la subissent. Il a tenté de s'évader en novembre 1976, le menant à une condamnation de 5 années à la double chaîne. De ce passage douloureux accouchera une conviction de la nécessité de faire fermer le bagne et la nécessité de combattre la réaction. Il refuse toute demande d'allègement de sa peine et il participera à une grève en 1979, à la suite de la mise à mort d'un camarade par bastonnade de la part d'un de ses surveillants. En juin, sa peine est commuée en bannissement et l'embarque dans la Creuse, encore une fois le navire et pas le cours d'eau, à destination de l'Hexagone. Dès 1889, il participe à la fondation de la Société fraternelle des anciens combattants de la commune, et selon les rapports, il se montrera très assidu aux différentes réunions. S'il y a laissé bon nombre d'années de sa vie, Alman revient du bagne avec comme souvenir le corps marqué des sévices qu'il a subis.
C'est pourtant une entrée presque en triomphe qu'il présente dans ses mémoires lorsqu'il parle de son retour en France, où il dit « C'est le 4 avril 1880, c'est-à-dire le 150e jour depuis notre embarquement au bord de la Creuse, que ce transport franchit le goulet de Brest. Nous entrons dans le port et bientôt les acclamations, plus que nourries, nous apprennent que la population brestoise s'apprête à fêter les vaincus de l'insurrection parisienne. » Il conservera toute sa vie une fragilité physique, ce qui le poussera à être souvent absent des réunions, car il est trop malade. L'humidité et les mauvais traitements qu'il a subis là-bas ayant abîmé son corps. Il conservera, comme je vous l'ai dit, aussi une colère contre la prison. C'est l'enfer qu'il a connu pendant son passage dans ce qu'on appelle alors la guillotine sèche, qui construit la mythologie qui entoure tout son parcours. Aucun des autres chefs des partis socialistes de l'époque n'ont le loisir de se ranger à ses côtés et de dire qu'ils ont connu le même parcours que lui. Il y a chez Allemagne une ligne indépassable en fait, entre l'homme de terrain et le révolutionnaire de salon. Et comme le disait Marx, ce qui distingue d'emblée le pire architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. Qu'en est-il de Paris en fait quand il rentre du bagne? La ville a été entièrement nettoyée, les traces de l'événement ont été effacées et l'audace des vainqueurs alla jusqu'à ériger un monument afin d'expier les péchés commis par les communards. Donc, si vous ne voyez pas de quoi je parle, c'est le Sacré-Cœur qui a été construit sur la colline où se réunissaient les communards, et qui était surnommé la Grande Verrue par les anciens de la commune après coup. Donc que reste-t-il en fait de cette mémoire? Enfin, que reste-t-il de cet événement, Seulement la mémoire de celles et ceux qui ont échappé à la mort et qui, malgré le bagne ou la prison, n'ont pas succombé, encore moins oublié. Au retour du bagne, Allemagne, il appartient déjà à une génération qui est passée, c'est celle qui a inspiré, tout en s'étant fait abattre par la réaction versaillaise. C'est une grande partie de ses camarades ont été soit tués, soit comme lui exilés. Le retour dans le territoire hexagonal, ça marque un retour dans les cercles militants. Quasi immédiatement, il va reprendre une place dans différentes instances socialistes, avec une influence qui va être progressivement grandissante. Le retour du bagne, ça s'accompagne d'un immédiat retour en politique pour Allemagne. C'est fraîchement débarqué, il refuse de se soumettre à l'exil qu'on lui impose pour aller en Amérique latine. Il retourne à la typographie en rentrant à Paris, et c'est une activité qui va s'engager chez lui d'un fort engagement syndical. Il va chercher à mettre en place une fédération du livre, similaire à celle qu'il souhaitait déjà mettre en place avec Varlin 10 ans avant cela. Ses talents d'orateur vont être assez vite remarqués, et il va gagner en importance au sein du mouvement syndical. Il est envoyé sur différents piquets de grève, afin de galvaniser les personnes présentes et leur assurer le soutien du comité syndical qu'il a rejoint en 1885. Au sein de l'organisation syndicale, son engagement fait ressortir certaines thématiques qui seront siennes durant toute sa carrière. Il souhaite l'intégration des femmes à la fois au métier, mais aussi à l'organisation en elle-même, et ce malgré le franc refus de la plupart de ses camarades. Il prône par ailleurs des mandats courts, afin d'empêcher toute forme de privilège aux personnes détenant les postes. Sa candidature au municipal en janvier 81 va être la première d'une longue série de défaites électorales. C'est là l'une des premières traditions de la gauche, c'est aimer la défaite. Jusqu'à maintenant. Il reste proche de Brousse et de Malon et face à la scission des guédistes en 81 à Saint-Étienne. Là, il s'agit de la deuxième tradition de la gauche, c'est aimer la division. Jusqu'à maintenant. Il s'écarte progressivement du tournant électoraliste que prendra par la suite le broussisme et il va tisser des liens avec des membres de l'anarchisme. Et cette verbe révolutionnariste la verbe révolutionnariste qu'il a, en fait, va accoucher du surnom que lui donneront vite les autorités, c'est-à-dire almanarchiste. Le but avoué d'Allman, c'est de mener une action qui conduit à la révolution, tout en faisant en sorte que celle-ci n'aboutisse pas sur le même résultat que la Commune. Il rejoint par endroits le bilan que fait Victor Hugo de la Commune, qui, pour ainsi dire, n'y allait pas avec le dos de la cuillère, puisqu'il disait « Ce que représente la Commune est immense, elle pourrait faire de grandes choses, elle n'en fait que des petites. Et des choses petites qui sont des choses odieuses, c'est lamentable. » Allman, en 1911, il dit « C'est pourquoi tous ceux qui ont vécu cette épopée prolétarienne et pris part à la lutte terrible et inégale que l'histoire a inscrite parmi les fastes ouvrières et révolutionnaires les plus remarquables, ont le droit de s'en montrer fiers et peuvent amicalement donner le conseil aux travailleurs de France, comme aux travailleurs de tous les autres pays, de ne jamais oublier la dure leçon qui se dégage du mouvement insurrectionnel de 1871. » Et donc cette dure leçon, c'est l'impréparation de la masse. L'impréparation de la masse. Il y a une volonté éducatrice qui vient en fait des séquelles qu'il conserve de la Commune de Paris. Allemagne cherche la mise en place de ce qu'il appelle une période éducative qui devra précéder la Révolution, et sans quoi celle-ci ne fera que d'être retardée.
Il fait ainsi le constat d'un changement social important dans l'organisation des travailleurs qui n'entend décidément plus mettre la charrue avant les bœufs, elle veut savoir avant de vouloir. La question de la période éducative, c'est rejoint par l'idée d'une compréhension et d'un recul sur l'histoire de la part des ouvriers. Si Marx disait que la révolution sociale du XIXe siècle ne peut pas tirer sa poésie du passé mais seulement de l'avenir, c'est tout de même de son passé que la classe ouvrière doit tirer des enseignements. Le pari des travailleurs avec sa commune sera à tout jamais célébré comme le glorieux précurseur d'une société nouvelle. Ces martyrs sont ensevelis dans le grand cœur de la classe ouvrière. Ces exterminateurs sont déjà cloués au pilori éternel de l'histoire et toutes les prières de leurs prêtres ne pourront les en arracher. Ce qui n'est pas forcément le cas, comme vous pouvez le voir, dans la plupart des villes de France, on a encore une rue qui s'appelle Thiers. Mais bon. Militariste, clérical, nationaliste et capitaliste, et partisan de l'armement général du peuple, il combattra l'armée permanente, ce fléau des temps modernes, cet encasernement auquel continue plus d'un demi-million d'hommes, improductifs et sollicités par tous les vices qu'engendre la paresse. C'est ainsi que Allman définit littéralement l'armée, qui pour lui n'est qu'un boulet coûteux, dont il n'hésite pas à pointer les doigts lorsqu'ils se produisent. Il y a un épisode où en 1906, deux cuirassés sont perdus par l'armée, et Allman en profite pour titrer un article où il estime que la France est la risée du monde, où il dénonce au passage les armées et leurs faits. C'est une véritable détestation de l'institution militaire, mais qui lui vient en fait de son passage au bagne. Et il lie la violence qu'il a subie là-bas à celle que commet l'armée sur le corps et l'esprit des recrues. Et notamment, la critique d'Allman, elle se pose sur le côté éducatif. Il analyse l'armée comme un corps qui vient briser les idées divergentes, et donc nécessairement socialistes, pour former des soldats. Au sujet des caserners effectuant leur service militaire, il s'inquiète ainsi de l'éducation, la morale et l'hygiène qu'ils vont recevoir. C'est la vision qu'il porte de l'armée. Elle est résumée dans un article par la formule suivante: l'art de porter la civilisation par le meurtre. Avant qu'il n'ajoute une seconde critique anti-impérialiste à son article, nous chipons, au nom de nos droits sacrés, toutes les terres qui ont omis de se faire garder par une formidable rangée de canons. Donc si Allman il désire la révolution, oui, il a un sens de la formule, c'est pas mal. Si Allman désire la révolution, il n'est pas favorable à une déchéance de la République à tout prix. En effet, par deux fois, il va se montrer être un ardent défenseur du régime en place. Première fois, c'est face au boulangisme, où il appelle à soutenir des alliances avec des radicaux afin de ne pas laisser monter la fièvre. Boulanger, pour vous replacer le personnage pour ceux qui ne sauraient pas qui c'est quelqu'un qui souhaitait obtenir le pouvoir en présentant une offre politique qui n'était ni de gauche ni de droite. Il aura en vérité une trajectoire césariste, autoritaire. Il viendra ébranler la République pour finalement finir en dispersant son cerveau sur la tombe de sa maîtresse d'une balle dans la tête. Voilà. Cette opposition frontale au boulangisme, il va la mener en participant activement à la mise en place d'un front républicain qui, jusqu'à être présent en avril 1888 au siège du Grand Orient lors de la fondation de la Société des droits de l'homme et du citoyen. L'espoir que porte Allman dans cette alliance, ça va au-delà d'une simple défense de la République. Il espère possible l'obtention de gains sur le plan social. Ensuite, il y a le congrès de Châtellerault, qui est un moment de fracture. Allman se désolidarisait progressivement d'un gouvernement dont il comprend qu'il n'y a plus grand-chose à attendre du point de vue du progrès social. Et à ce moment-là intervient la mort de Geoffrin et Chabert, deux de ses camarades qui géraient le parti, et qui compliquent la gestion du parti, où d'un côté se tiennent almanistes et de l'autre broussistes. Et en fait, ce congrès de Châtellerault en 90, ça va être le moment où l'union va être complètement consumée. Et le congrès va être orchestré par Brousse et les siens, et Allman et ses fidèles, avant même qu'ils aient le temps de venir, seront déjà exclus du parti. Donc, la principale critique Pardon, oula, je bois un peu d'eau. On pourra le couper à ce moment-là. Non. Non, d'accord. Merci. Oui. La principale critique des almanistes quant aux élus possibilistes donc broussistes, à l'hôtel de ville, c'est qu'en fait, ils ne tendaient à proposer aucune initiative d'ordre socialiste. Par ailleurs, il y a aussi la question du mode de fonctionnement du parti qui était largement sujette à débat. Malheureusement, je ne vais parler qu'une heure et pas trois, donc je n'irai pas plus dans les détails. Mais de ce désaccord, en tout cas, naît à ce moment-là le Parti ouvrier socialiste révolutionnaire, le POSR, et qui connaîtra un certain succès avant de péricliter, notamment par la perte d'une partie de ses membres, durant une nouvelle dissidence qui donnera naissance à la Ligue communiste révolutionnaire. Allman n'y est pas réellement le chef, puisque en tant que tel, il n'effectuera aucun mandat, mais il a une forme d'aura, puisque dans la plupart des journaux et aussi chez les opposants au parti, on parle de parti almaniste. Il est infatigable, il sillonne le pays afin de rallier à la cause le plus de personnes.
Il est intéressant de noter que ce n'est pas tant pour le parti en tant que tel qu'il opère cette forme de prosélytisme, mais plutôt dans une optique de pousser les personnes qu'il croise à former ou rejoindre des syndicats. C'est pour lui sur ce terrain que la lutte se place, et il voit dans les forces syndicales l'énergie nécessaire à une révolution socialiste. Donc c'est le moment où il faut se pencher sur la construction de ses écrits, pour comprendre exactement comment se sont formées ses mémoires. Donc son ouvrage, c'est pas comme celui de Lisa Garet par exemple, un écrit qu'il cherche à faire publier juste après la Commune pour que survive une trace de cet événement-là, mais plutôt un ouvrage de long terme puisqu'il va prendre 30 années avant de les faire publier. Il peut exister plusieurs justifications en fait pour un tel choix de temporalité. Tout d'abord, une volonté de laisser sa trace qui peut être une forme de premier argument, mais il est assez hostile à l'idée du chef charismatique ou de la figure de référence au sein de la lutte. Cependant, il est lui-même dans les faits devenu un membre important du panthéon de la lutte ouvrière à ce moment-là. Donc à l'heure où le socialisme parvient à trouver une union qui semble alors relativement solide, des personnes comme Allman sont particulièrement utiles en fait pour fédérer, mais aussi pour inspirer les jeunes et nouvelles générations socialistes. Donc la multitude des voyages auxquels il se prête dans l'ensemble du pays témoigne de cette volonté du parti d'en faire le porte-étendard d'une union. Il y a des portraits qu'on atteste, comme notamment un venant appuyer sa candidature lors des élections de 1906, qui vient de Briand, qui dit « Allman fut toujours la sentinelle en vedette, le soldat sacrifié du parti. On lui a fait essuyer les plâtres, on l'a constamment délégué en éclaireur dans les circonscriptions où l'échec était certain d'avance, mais où il fallait un puissant penseur, pour plus tard pouvoir récolter. Sans cesse, nous lui avons dit « Va à la bataille, tu seras vaincu. » Et en soldat discipliné, en pionnier de la Révolution, animé de dévouement qui assurèrent le succès de grandes causes, jamais il n'hésita, jamais il ne murmura. Et plus étonnamment, le tigre Clémenceau lui a aussi fait les yeux doux, puisqu'il disait Allman, le candidat socialiste, est l'un des hommes les plus droits, les plus exempts d'ambition personnelle et les plus résolus à l'action dans le peuple de notre bille sonore. Il a pour répondant sa vie, il ne demande rien, il s'offre par devoir à servir. Allman n'a pas besoin de nous, nous avons besoin de lui. Donc lui, qui a vu le comportement de la Nouvelle République qui s'est bâti sur le sang des communards véritablement, il sait à quel point la mémoire, c'est quelque chose qui peut être utilisé, transformé, afin de servir un projet politique. Et donc ces mémoires qu'il a écrites, elles viennent servir un présent, et tout d'abord le sien. L'ouvrage, il est rapidement vanté dans la presse socialiste, il est considéré comme étant nécessaire à toute bibliothèque militante de l'époque. Et un tel ouvrage autobiographique, il vient accroître le prestige de la personne qui l'écrit véritablement. Donc lui qui cherche depuis tant d'années un mandat de député, et qui par ailleurs a un problème de légitimité de la part de ses opposants, puisque le surnom qu'on lui donne, c'est l'homme au boulet. C'est une formule qui sert de moquerie et ça permet de réduire sa légitimité au seul fait qu'il aurait connu le bagne et qu'il n'aurait ni conviction ni pensée idéologique personnelle. Donc en fait, il vient véritablement se réapproprier cette insulte pour complètement l'intégrer au sein de son parcours politique et l'ajouter à l'ensemble de ses engagements. C'est un écrit qui sert son engagement politique. En ayant fait les frais, il sait quelle est la souffrance que provoque le bagne et il veut qu'elle cesse. Il dira dans un article « Entre le plongeon dans le panier à déblai ou dans l'égout qu'est le bagne, il ne saurait y avoir d'hésitation. Le premier est 100 fois préférable. » Le panier à déblai, pour vous expliquer, en fait déblai, c'est le nom d'un bourreau de l'époque. Et le panier, c'est là où finissait la tête des gens qui connaissaient ces services en général. Pour vous donner la puissance de ce qu'il pensait du bagne. Donc, parler de la Commune et de l'importance qu'il y a joué, c'est aussi rappeler que tout ce que le mouvement ouvrier doit à cet événement. C'est rappeler la Commune à la mémoire de chacun, c'est mettre en évidence l'originalité de cet épisode, de parler à nouveau de ce moment qui, pour la première fois, l'utopie ouvrière réussissait à prendre place dans le réel. C'est quand bien même le projet eut échoué et était couvert de sang et de honte, 3 décennies plus tard, les grandes idées communardes, elles sont encore présentes dans le camp socialiste. Et pour Allman, participer à l'histoire, c'est tendre vers la révolution nécessairement. Une qui sera plus grande que les autres, qui viendra parachever l'émancipation du peuple de tous ces tyrans pour enfin devenir libre. Son action politique, Allman, il l'inscrit dans une vision spécifique de l'histoire. Dans cette dernière, il voit une marche, connaissant des détours parfois sinueux, mais qui doit mener à un monde d'égalité et de justice. La révolution est dans sa conscience un phénomène inéluctable. Cette dernière ne peut forcément qu'arriver. Il faut alors se positionner par rapport à celle-ci. Soit on l'accompagne, soit on cherche à l'empêcher. Et dans cet échiquier politique qu'il dresse, il n'y a donc que 2 choix possibles. C'est soit on est révolutionnaire, soit on appartient à la réaction. Et celles et ceux qui ne se placent pas sont pour ainsi dire les meilleurs agents du statu quo, d'un état stationnaire où c'est finalement la réaction qui finit par l'emporter nécessairement. Donc cette thématique révolutionnaire, elle est vraiment récurrente dans ses écrits.
Il trace une filiation avec la Révolution française, qu'il estime inachevée. Comme il l'inscrit dans son article Marche en avant, il dit il faut reprendre à son point d'arrêt le mouvement national de la Révolution française et en devenir les continuateurs. Parler de révolution, c'est aussi tenter de comprendre en fait ce qu'est le socialisme. Et il y a une certaine complexité à comprendre le socialisme d'Allemagne parce que c'est très compliqué de réussir à tracer une droite lignée entre son socialisme et ce qui est devenu le socialisme à l'heure actuelle. J'ai du mal à vous dresser un héritage almaniste dans la candidature d'Hidalgo, par exemple, si ce n'est peut-être un certain goût de la défaite, mais c'est tout. Je trouve aucune filiation autre que celle-ci. Donc étudier le parti d'Allemagne, ça nous permet en fait d'approcher ce qu'aurait pu être différemment, autrement le socialisme, et ce qu'il a pu être par le passé. Il est révolutionnaire tout d'abord. C'est une vie d'engagement qui vient le certifier. Il est d'un socialisme qui se construit par des lectures et des fréquentations quand il est ouvrier typographe. Et il n'est pas de cette génération qui en fait a découvert le socialisme lors de réunions à l'école normale supérieure. C'est la réalité du monde qui l'entoure et qui le frappe de plein fouet, qui le pousse à se battre pour tous ses idéaux. C'est là où il touche probablement au cœur de son action. Allemagne, c'est un socialiste de combat. S'engage dans tous les grands événements de son époque, et tout à l'heure, je vous ai dit que par 2 fois, il avait combattu pour que la République tienne. La première fois, c'était pendant la crise boulangiste, et la seconde, c'est pendant l'affaire Dreyfus, où très loin de la position guédiste qui considérait que l'affaire Dreyfus ne regardait que l'armée et la classe bourgeoise, il se positionne parmi les tout premiers à gauche dans ce combat. D'abord par antimilitarisme, mais aussi parce qu'il s'inquiète de l'usage de l'antisémitisme de l'époque, de l'extrême droite naissance et du pouvoir d'attraction que cette dernière a sur une grande partie de la classe ouvrière, de classe politique et ouvrière aussi. Face au ralliement d'une partie des prétendus socialistes à l'aventure boulangiste, il rappelle dans un article « Sachons honorer les citoyens qui vaillamment dépensent le meilleur d'eux-mêmes en l'idée », on parle de l'idée révolutionnaire, mais soyons toujours prêts à nous dégager de celui ou ceux qui tenteraient d'abuser de l'estime que les services rendus les auraient mérités. Et il le dit à nombreuses reprises, le combat de sa vie, il est mené contre la réaction. C'est celle qui est divisée entre le clergé, la classe bourgeoise et l'armée. Il y voit dans cette force des fossoyeurs de la République qui maintiennent en place un équilibre inégal, comme il l'explique dans un article où il dit « Au milieu de l'histoire, affolés par la peur, les hommes qui se forgent des lois pour maintenir une fausse république perpétuent un état de choses qui jure avec leurs déclarations d'antan, ne voient d'autre moyen pour arrêter les explosions que la compression, la proscription de tous ceux qui se refusent à souscrire à leur palindonie, et qui brûlent de confondre avec des hommes qui emploient au fond leurs procédés. » N'hésite pas à fustiger les hommes de pouvoir qui servent des discours qu'ils considèrent comme vides de sens, et notamment sur la question du patriotisme, où il dit « S'ils aimaient leur pays comme ils le proclament, ne le prouveraient-ils pas en agissant autrement et au lieu d'applaudir des phrases aussi vides que ronflantes, en obligeant ceux qui ont la garde de l'honneur de la France à se montrer dignes de ces hautes missions et ne permettre à qui que ce soit d'y porter ombrage ?» Dans sa façon de voir la Révolution, il y a aussi la transformation sur le plan économique, où pour lui, la grande transformation, elle touche principalement à la mise en place de ce qu'il appelle les communs. Ces derniers sont appuyés par la fin de la propriété privée, tout d'abord. Et il déclare, en fait, dans une interview qu'il donne à un journaliste de l'époque, Brisson, de manière très synthétique son projet. Et il dit « C'est l'égalité parfaite, c'est le bonheur, tous les rouages du monde capitaliste sont détruits. L'armée, la magistrature, le clergé. Plus de propriétaires, plus de rentiers, plus de papier fiduciaire, plus de monnaie, cette exécrable invention qui allume la convoitise des hommes. Chaque citoyen effectue la part de travail qui lui incombe. Il verse le fruit de son labeur dans les magasins municipaux. On lui remet le prix en nature. C'est un échange. Vous m'apportez une chronique ou une interview, je vous livre un pain, un gigot, des légumes, un pot de moutarde et même, si la chronique est spirituelle, un peu de dessert. » Donc on retrouve ici une forme d'héritage proudhonien. Il y a la propriété qui est la matérialisation directe de l'inégalité entre les hommes, qui est imposée par la société. À la fin de la propriété s'associe aussi la transformation de l'héritage pour lui. Ce dernier n'est plus une transmission, qui se fait par le biais de la filiation, mais une redistribution auprès de tous les biais par l'État communal. Allemagne, il observe une opposition franche au droit de propriété, qu'il compare souvent à une forme de religion. Il met en évidence la précarisation des locataires face à des propriétaires qui demandent des avances allant de 3 à 6 mois sans que la justice ait quoi que ce soit à redire dessus. Son approche économique, dans l'article Budget bourgeois, dénonce par ailleurs le fait que l'équilibre du budget se fasse sur le dos des ouvriers, au profit des bourgeois, en profitant pour attacher son attachement à une suppression de l'héritage. Et cette suppression de l'héritage, au profit d'une redistribution, comme je vous le disais, elle permet de financer le système de retraite minimale pour les deux sexes à partir de 55 ans, auquel il aspire, mais aussi alléger les impôts qui pèsent sur les prolétaires. Au sujet du chômage, il préconise un usage des travaux publics afin d'occuper les travailleurs et il se moque au passage largement des économistes orthodoxes et de leur doctrine du laisser-faire,
qui seraient les véritables responsables de la pauvreté. Cette idée vient s'ajouter à sa proposition d'une assurance chômage obligatoire. Là encore, il a une position qui est assez anti-parlementariste. Et Allman, il estime qu'elle se construit sur en fait, le manque de moyens dont disposent les institutions pour mettre en place la défense des travailleurs. Il appelle à la syndicalisation et la grève comme levier d'action. Il dit « Il est vrai que pour se défendre contre 1 million d'agents, de gendarmes, de fonctionnaires et d'adversaires de toutes sortes, on leur a laissé, en parlant du peuple, un bout de papier, en parlant du coup du vote. » Il prône ainsi l'organisation de l'opposition de la gauche, afin de mettre en place un service national de la solidarité qui viendrait au passage supprimer toutes les congrégations. Il faut par ailleurs rappeler que s'il n'a jamais été élu un mandat de dirigeant au sein du POSR, il en a été un des dirigeants charismatiques, entre guillemets. Je vais faire une pause parce que je vais dessécher. C'est l'une de ses plus grandes ambiguïtés, elle repose sur la question électorale. Dès 1893, il estime inutile le jeu parlementaire et municipal, tout en continuant à se présenter à chaque élection malgré tout. Titre d'exemple, c'est à peu près la même position que celle que défend Poutou à l'heure actuelle, pour que vous compreniez l'idée. Et finalement, on peut comprendre aisément les grandes directives que mène l'action d'Allman. Il suffit juste de regarder les 3 grandes questions du Congrès régional de 1891, qu'il respectera durant l'ensemble de sa vie. Premièrement, la mise en place d'une réglementation du travail. Secondement, l'instauration des services publics. Et enfin, la recherche et l'emploi de tactiques afin d'aboutir sur les questions politiques. Il finira par résumer cela dans un article où il explique l'idéal sociétal auquel il souhaite parvenir, où il dit « En attendant que le communisme municipal ouvre à la collectivité les vastes magasins où s'entasseront les produits des ateliers corporatistes municipaux, c'est-à-dire de la transformation de notre mode de production et d'échange devenu individuel à complètement social, c'est-à-dire communiste, nous ne voyons pas d'autres résultats pratiques pour les syndicats ouvriers à l'égard de la nouvelle loi projetée que la faculté d'ouvrir chez eux des ateliers de chômage dont les produits écoulés, tant bien que mal, permettront de mener avec plus de vigueur la guerre contre le chômage et l'avilissement de la main-d'œuvre. » Sur le syndicalisme, la pensée d'Allman, elle est de non pas considérer cela comme un appareil autoritaire qui serait confisqué par un petit nombre, mais comme un véritable groupement d'intérêts où prime avant tout l'idéologie, doivent être gommés autant que possible les égaux. Allman, par le biais de l'organisation des syndicats, il recherche la création de nouveaux modèles d'organisation solidaire qui aident les classes ouvrières en attendant la révolution. Il considère que le syndicalisme, c'est la seule voie d'émancipation sociale et réfute l'existence d'une justice sociale dans le monde du travail et aucune amélioration possible des conditions des travailleurs dans le système capitaliste. Quand on lui demande de définir qui sont les ennemis du peuple, il va en dresser une liste, comme je vous le disais avant, et dans cette liste qui va du bourgeois au clergé, il passe aussi par les fonctionnaires. Cette défense d'Allman de l'antiparlementarisme s'alimente de l'impatience des populations. Il met en évidence des méfaits des chambres exécutives et législatives. On observe une forme de dégagisme de sa part à l'encontre des classes politiques et de l'ensemble des solutions proposées, notamment sur la question d'un référendum suisse populaire, qui serait pour lui qu'une façon d'atténuer la colère ouvrière sans changer fondamentalement le système. Il n'est cependant pas partisan de la révolution à tout prix et il rappelle que celle-ci doit être organisée pour réussir, sans quoi elle finira dans le sang de la réaction. Ce qui est sa position aussi sur la Commune notamment. Au sein des congrès internationaux, notamment celui de Londres, il va marquer son opposition à d'autres dirigeants des partis socialistes comme Jaurès, Mitterrand, Viviani ou Gued, notamment au sujet du mandat législatif, que eux voulaient différent et plus légitime que celui syndical. Et à ce moment-là, il les accuse de nourrir un contre-feu face à des questions qui sont beaucoup plus primordiales pour lui, comme la grève générale, la question agricole ou encore la fin des armées permanentes. Cette opposition à l'establishment le pousse par ailleurs à une vive critique de l'administration ou de ses agents. Allman y définit ainsi les fonctionnaires comme des mandarins, qui n'aiment pas les ouvriers et qui se permettent de juger leurs actes. Il y mène une critique de l'organisation du corps et il définit comme une secte de fonctionnaires dont le jacobinisme nous affligea, avant de proposer une alternative qui serait similaire à celle qui avait été mise en place sous la Commune. Son analyse elle pose le problème d'une justice de classe qu'il déclare de la façon suivante. Lorsqu'il part du jugement du bagne, comme je vous l'ai déjà dit avant, c'est moins humainement juste que bourgeois. Les jurés ont la main lourde pour tous ceux qui, à leurs yeux, ont cherché à disqualifier les assises de la société fondée sur l'appropriation individuelle, la religion, la famille et la propriété. En fait, la vision que donne Allman des fonctionnaires, elle est sans appel. Il voit en eux des membres qui servent la réaction, allant jusqu'à les comparer à des militaires. Et il reprend à l'occasion cette critique anti-jacobine pour parler des fonctionnaires, comme dans son article « Mœurs et habitudes administratives »,
où il s'oppose à la centralisation et déclare ne pas aimer les fonctionnaires à cause de leur rôle d'applicants de la loi, faisant peser des amendes sur les pauvres gens. Il appelle cependant ces derniers à essayer de se racheter en étant compatissants et pédagogues, et plutôt que de simplement appliquer la loi en les punissant. Sur l'Église, Hallman il a joué un rôle dans la mise en place de la loi de séparation des Églises et de l'État. Il faut annoncer d'emblée qu'il est assez complexe de savoir exactement quelle était son importance dans la mise en place de cette loi, notamment par la faute d'archives conséquentes sur son intervention personnelle. Mais depuis longtemps, il a toujours manifesté une opposition au clergé sous toutes ses formes. Et donc, que ce soit le pape empereur de Russie ou celui qui réside à Rome, il s'oppose à toute forme d'organisation politico-religieuse. Dans ses écrits, il appelle fréquemment à l'unité derrière les actions portées par la libre pensée, d'ailleurs pour laquelle il ne tarit pas d'éloges. Et pleinement investi dans le processus précédant le vote de la loi, il participe en 1904 au Congrès de Rome, pour lequel il est plein d'ambition, où il déclare ainsi en septembre « Nous allons nombreux vers la capitale du catholicisme pour profaner, en face de l'univers, la fin des tyrannies et des exploitations, l'affirmation de la foi socialiste révolutionnaire, le règne de la science et surtout celui de l'égalité entre tous les êtres humains. » Hallman il fait le récit de son voyage, dans son journal. Ce qui est très marrant, c'est qu'il parle plus de ce qu'il a mangé, ce qu'il a vu, des personnes avec qui il a parlé. Mais il détaille son ambition politique aussi par moments. Au sujet du congrès, il décrit son projet comme étant celui de faire en sorte d'inscrire la libération du cléricalisme dans une lutte plus grande prolétarienne, celle contre le capitalisme. Il ne faut pas s'y tromper, lorsque Hallman décide de s'allier à ce moment-là avec certains socialistes et des radicaux, c'est une alliance qui ne se fait pas à tout prix pour lui. Et il le dit dans un article, « Entente pour marcher allègrement, entente pour renforcer l'armée socialiste, mais non pas pour marquer le pas, dresser des autels ou dresser des couronnes. Plus de Dieu, plus de maîtres, et en avant pour faire triompher la justice. » Donc Hallman, il ambitionne de donner véritablement une couleur politique en fait, à cette séparation qu'il a attendue durant toute sa vie. Et il dit, en une société comme la nôtre où l'égoïsme paraît si facilement triompher, où il faut aux pionniers de la justice sociale un rude courage en même temps qu'une volonté inébranlable, pour résister aux sollicitations, aux attirances incessantes dont ils sont mis en objet, comme aux trop nombreux savanies qui découlent de leurs volontaires, mis en dehors des intérêts matériels après lesquels ils s'acharnent, sinon la totalité, du moins le plus grand nombre de leurs concitoyens. Et en fait, il voit venir la Révolution en ajoutant que nos amis prennent courage, car l'heure est proche où les prolos des champs et des villes, unis étroitement, proclameront la déchéance des classes dirigeantes et le règne de l'égalité entre les êtres pensants. Et en fait, quand il emploie la mémoire de la commune, c'est aussi un usage révolutionnaire. Et donc il dit à ce sujet, un coup d'épaule pour renverser les trônes, un éclair de raison pour détruire les préjugés et les haines qui divisent les peuples, un peu de bonne volonté pour achever l'organisation des forces prolétariennes, et les travailleurs, débarrassés des parasites d'où leur venaient tous leurs maux, n'auront plus à faire des grèves. L'exploitation de l'homme par l'homme ne sera plus qu'un souvenir pénible. Hallman, en fait, il veut mettre en évidence un souvenir qui ne partira jamais, comme si la commune était devenue une forme de marque indélébile sur le corps social ouvrier. Et c'est une position qu'on retrouve aussi chez d'autres communards, notamment Élisée Reclus qui disait à propos de la commune adressée pour l'avenir, non par ses gouvernants mais par ses défenseurs, un idéal bien supérieur à celui de toutes les révolutions qui l'avaient précédée. Elle engage d'avance ceux qui veulent la continuer à lutter pour une société nouvelle dans laquelle il n'y aura ni maître par la naissance, le titre ou l'argent, ni asservi par l'origine, la caste ou le salaire. Partout, le mot commune a été compris dans le sens le plus large, comme se rapportant à une humanité nouvelle, formée de compagnons libres égaux, ignorant l'existence des frontières anciennes et s'entraidant en paix d'un bout du monde à l'autre. Enfin, je vais vous parler pour prendre la pleine mesure de ce qu'Hallman ambitionne pour l'avenir. Il existe un article où en fait, il fait la pleine synthèse de sa vision politique. Il expose sa position et celle du parti en disant « anti-jacobine et anti-centralisatrice ». Il, en parlant du parti, revendiquera pour les municipalités l'entière indépendance administrative, la génération des services publics dans la commune, le département et l'État, la libre coalition des communes, la fin d'une bureaucratie, aussi coûteuse qu'étouffante et qui, en moins d'un siècle, a plus appauvri la France en caractère de valeur et de ressources qu'en vain invasion. Il existe par ailleurs une vision assez marxiste de l'émancipation, comme en témoigne son article Notre programme, où il spécifie que l'émancipation des travailleurs se fera par eux-mêmes. Cette dernière se fait sur le plan économique et à l'échelle mondiale. L'émancipation sans distinction de sexe, de race, de nationalité, passant par la socialisation des moyens de production, ne pouvant se faire que par la révolution.
et pris comme devise ni Dieu ni maître, ni premier ni dernier, et en reprenant la formule du manifeste, prolétaires de tout pays, unissez-vous. Il resterait énormément de choses à dire sur la vie du militant, qui, une fois passé la guerre, a pris des contours assez flous. Après le congrès de Tours, il ne s'encarte pas au sein du Parti communiste, mais il n'en cache pas son soutien. Par ailleurs, plus tardivement, vers la fin de sa vie, quand se forme le Parti socialiste français, il envoie une lettre de soutien à ces derniers. Il finit par se retirer progressivement avant de terminer sa longue vie en 1935, une année avant de voir la victoire du Front populaire. Son héritage, il est à la fois grand et diffus. Il ouvre cependant un grand nombre de réflexions. La première étant vraisemblablement de voir à quel point le socialisme s'est transformé depuis. J'essaye de voir à quel point les doctrines actuelles et passées peuvent être confrontées et à quel moment elles peuvent se reconnaître ou s'interroger. Et au-delà du travail de comparaison, il est possible de réinterroger une partie de ces idées. Le concept d'anonymat, qui est largement employé par les almanistes, est très intéressant, et plus largement la place des personnes non concernées au sein des luttes, puisque au sein d'un parti ouvrier prolétaire, pour eux, les bourgeois n'ont par exemple pas le droit de parole ni d'intervention, ou alors de façon complètement anonyme. Par ailleurs, la question de la place qui est accordée au jeu parlementaire, la manière de mener la révolution, elle peut aussi sembler originale. Et en fait, Hallmann, c'est un socialisme autodidacte. Il apprend au fur et à mesure, il prend des idées par-ci, par-là. Et ça va donner naissance à cette espèce de patchwork assez original et personnel, que l'on a vraiment du mal à retrouver ailleurs dans d'autres formations politiques. Et c'est vraisemblablement là l'intérêt de toute son étude. C'est une théorie qui est à la fois plurielle et personnelle, qui laisse derrière lui, ainsi qu'une vie entière d'engagement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pendant assez longtemps. Bien.